Bien, bonjour à tous, donc, puisque maintenant on dit bonjour. Donc je vais essayer de vous dire ce qu'on sait sur les trous noirs. Alors la conférence que je fais sur les trous noirs, et depuis 3 ans, j'ai dû tout changer parce qu'il y a plein de résultats nouveaux. Donc j'essaierai de vous dire ce que je disais il y a 10 ans et ce que je suis obligé de dire maintenant, enfin obligé, ce que je suis heureux de dire maintenant avec tout ce qui a changé. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est très simple, c'est qu'est-ce qu'un trou noir, d'où ça vient et à quoi ça ressemble. Donc voilà, le plan est très simple. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, le concept de trou noir, il est assez simple à comprendre. Hein, si vous lancez un objet en l'air, il va s'élever, il va retomber. Plus vous le lancez fort, plus il va s'élever haut avant de retomber. Et si vous avez un bras qui vous permet de lancer un machin à 40 000 km/h, alors l'objet ne va pas retomber, il va s'échapper de la Terre. Autrement dit, pour s'échapper de la Terre, il faut acquérir une vitesse limite qu'on appelle la vitesse de libération, qui est de l'ordre de 40 000 km/h. Alors, comme on va manipuler des vitesses importantes, on ne va pas parler en km/h, mais en km par seconde. Donc, pour s'échapper de la Terre, il faut 11,4 km par seconde. Cette valeur, en fait, elle dépend de la masse et du rayon de la Terre, et vous pouvez la calculer à la surface de n'importe quel autre objet. Et donc, par exemple, le Soleil, qui est plus gros que la Terre, mais qui est surtout beaucoup plus massif, a une vitesse de libération beaucoup plus élevée de 600 km par seconde. Observant cette propriété assez simple qu'à tout objet, on peut associer une vitesse de libération, il y a 2 chercheurs, un français et un anglais, qui se sont dit ok, mais on sait qu'il y a un machin qui se déplace très vite, c'est la lumière, 300 000 km par seconde. Qu'est-ce qui se passerait si un objet était tel que la lumière n'aurait pas la vitesse suffisante pour s'échapper? Alors, c'était une question totalement abstraite, puisque pour tous les objets que l'on connaissait, que ce soit pour le Soleil, la vitesse de libération était extrêmement faible par rapport à la vitesse de la lumière. Mais le concept, est-ce qu'on peut imaginer un objet qui empêche la lumière de s'échapper? En fait, il est né très tôt dans l'histoire des sciences, il est né il y a plus de 2 siècles. Alors longtemps, c'est resté une question académique, jusqu'à qu'on fasse une image comme celle que vous voyez là. Alors dans cette image, ce qui n'est pas intéressant, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est ça. Donc ce que vous voyez là, c'est l'étoile la plus brillante du ciel qui s'appelle Sirius. Donc on la voit très bien, même quand le soleil commence à se lever, des fois on la voit encore. Et en fait, à la fin du 19e siècle, on s'est rendu compte qu'à côté de cette étoile très brillante, il y avait un tout petit machin. Et ce tout petit machin, en fait, il n'était peut-être pas si petit que ça, parce que quand on regardait la position exacte de Sirius dans le ciel, la position, elle oscillait autour d'une position moyenne, ce qui indiquait probablement en fait, que Sirius était en orbite autour du centre de gravité commun avec cet objet. Donc cet objet qui avait l'air ridiculement petit, extrêmement peu lumineux, en fait, il devait avoir une masse importante. Donc cet objet, maintenant, on sait ce que c'est, ça s'appelle une naine blanche. C'est un objet, en gros, qui a la taille de la Terre et la masse d'une étoile. Et donc, si on raisonne en termes de densité, si vous prenez le Soleil, c'est 1 gramme par centimètre cube, la Terre, c'est quelques grammes par centimètre cube. Ce compagnon de Sirius, qu'on appelle Sirius B, ça a une densité de 1 tonne par centimètre cube. Et comme c'est un objet massif et compact, c'est difficile de s'en échapper. Pour s'en échapper, il faudrait avoir une vitesse de 6000 km par seconde. Donc là, ça commence à être beaucoup. Et à partir de ce moment-là, les gens se sont dit, ça vaut vraiment la peine de s'interroger sur la possibilité qu'il existe des objets tellement compacts que la lumière ne puisse pas s'en échapper. Et en fait, dès les années 30, on a imaginé que de tels objets avaient des chances d'exister, puisqu'on a conceptualisé un machin qu'on appelle des étoiles à neutrons, donc je crois qu'on en a parlé plus tôt dans la soirée, qui sont des objets qui ont encore la masse d'une étoile, mais la taille d'une grande ville, donc 10 km de rayon, quelque chose comme ça, et dont la vitesse de libération se compte en centaines de milliers de kilomètres par seconde. Et donc l'astronomie nous suggère qu'il existe effectivement, probablement, en tout cas les conditions semblent pouvoir être réunies pour qu'il existe des objets dont la vitesse de libération soit égale ou supérieure à la vitesse de la lumière. Donc cet objet, s'il existe, la lumière ne peut pas s'en échapper, rien d'autre ne peut s'en échapper puisque rien ne va plus vite que la lumière. Donc cet objet, si vous en voyez un devant vous, il va invariablement avoir l'air noir, d'où le terme de trou noir qui est extrêmement... Souvent en astronomie, on utilise des termes, voilà, l'inflaton par exemple, on ne comprend pas ce que c'est. Trou noir, on imagine mieux ce que c'est.
Mais évidemment, entre le concept et la réalité physique, il y a toute une aventure intellectuelle dont je vais vous faire grâce, mais qui s'est étalée sur à peu près 1000 ans, puisque pour se convaincre que les trous noirs existent, que les trous noirs pouvaient être l'issue possible de l'évolution d'une étoile, donc il a fallu comprendre ce qu'était une étoile, pourquoi ça brillait, quelle était leur source d'énergie, pourquoi les étoiles évoluent différemment en fonction de leur masse, et puis faire des liens avec des observations. Et comme la formation des trous noirs à l'échelle de notre galaxie est un phénomène très rare, on a dû en fait exhumer à un moment de cette histoire une observation très ancienne faite par nos très lointains prédécesseurs chinois qui, en 1054, ont vu un processus qui est du type de celui qui se produit quand on fabrique un trou noir. Je vais en reparler. Alors, donc je prends le problème maintenant à l'envers. Je ne vous dis pas comment on est arrivé là, je vous dis qu'est-ce qu'on sait maintenant. Donc, il y a deux types de trous noirs. Il y a les petits et les gros. Et alors, ils sont très différents puisque les petits, ils sont nombreux. On sait d'où ils viennent, mais on ne sait pas où ils sont. Et les gros, c'est le contraire. Ils sont peu nombreux. On sait où ils sont, mais on ne sait pas d'où ils viennent. Alors, ça veut dire que les petits trous noirs, on sait d'où ils viennent, c'est-à-dire on sait qu'ils sont issus de l'évolution de certaines étoiles massives. Et comme on connaît bien les populations d'étoiles dans notre galaxie, on a une bonne idée de combien il devrait y avoir de trous noirs dans notre galaxie. Mais un trou noir isolé dans l'espace, c'est un objet parfaitement invisible. Donc, en fait, sur les dizaines de millions de trous noirs probables qui existent dans notre galaxie, on en connaît quelques dizaines. Donc on en rate 9999 sur 1 million, si vous voulez. Et donc les trous noirs beaucoup plus gros, on appelle ça des trous noirs supermassifs, hein, bon, pas beaucoup d'imagination dans le terme, c'est l'opposé, c'est des objets qui sont très rares puisqu'on n'en compte essentiellement qu'un seul par galaxie. Ils sont toujours invariablement au centre des galaxies, donc ils sont très faciles à détecter, hein, il suffit de regarder le centre des galaxies et même si on ne détecte pas directement le trou noir, reconstituent ses propriétés par leur influence dans leur environnement. Par contre, il y a un grand mystère, c'est qu'on ne sait pas comment se sont formés des objets aussi gros. On ne comprend pas comment, pour un univers qui a seulement, si on peut dire, 13 milliards d'années, on ait le temps de fabriquer des trous noirs qui font parfois plusieurs milliers de fois la masse du Soleil. Alors, il existe aussi d'autres possibles trous noirs, donc les trous noirs intermédiaires. Donc, les trous noirs intermédiaires, c'est les petits qui sont devenus obèses ou les gros qui n'ont pas réussi à grossir. Donc, on ne sait pas trop s'ils existent. Hein. D'un trimestre à l'autre, la réponse préférée des chercheurs, c'est oui, non, peut-être. Donc, voilà, on ne sait pas trop si ces objets existent. Et puis, il existe des trous noirs qui font fantasmer pas mal de physiciens, qui sont les micro-trous noirs. Alors, micro-trous noirs parce qu'ils sont vraiment très petits. Et on peut facilement montrer que pour former un trou noir extrêmement petit, il faut des densités absolument démentielles. Et ces densités ne sont atteintes qu'une fois dans l'histoire de l'univers, c'est pendant le Big Bang. Donc si jamais vous trouvez des micro-trous noirs, en fait, vous allez avoir des informations sur des choses qui se sont passées très tôt dans l'histoire de l'univers. Vous allez vraiment avoir un fossile très ancien de l'histoire de l'univers. Donc on ne sait pas si ces objets existent. On n'est pas sûr du tout, je veux dire, ce n'est pas une prédiction que ces objets doivent exister, mais si jamais ils existaient, ça serait une très bonne nouvelle parce que ça nous donnerait un aperçu sur des phénomènes extrêmement anciens dans l'histoire de l'univers. Alors d'où viennent les trous noirs dont on sait qu'ils existent? Ils viennent de l'évolution des étoiles. Donc je vais vous raconter sommairement ce qu'est une étoile. Alors, une étoile, c'est un état transitoire d'un nuage de gaz qui se comprime sous l'effet de son propre poids. Puis à un moment, il va s'arrêter de se comprimer, ça va être une étoile, et puis ensuite, il va continuer à se comprimer. Alors, au départ, le nuage se comprime sous son propre poids, puis quand vous comprimez un gaz, hein, vous pouvez faire ça avec une pompe à vélo, le gaz s'échauffe, et donc la température augmente. Et donc, si le nuage est suffisamment gros, l'augmentation de température est suffisante pour que se démarre un cycle de réaction nucléaire qui va libérer de l'énergie et qui va freiner temporairement la contraction de ce nuage. Donc l'étoile, c'est en fait cet état transitoire dans cette phase globale de contraction. Donc c'est un état qui dure en général assez longtemps. Hein. Pour une étoile comme le Soleil, ça dure à peu près 10 milliards d'années. Et nous, on est à peu près à la moitié de vie du Soleil. Alors ce qui est intéressant, c'est pas ce qui se passe maintenant, c'est ce qui va se passer plus tard. Alors pendant les 5 milliards d'années à venir, la luminosité du Soleil va très lentement augmenter, hein, de quelques pourcents par milliard d'années. Donc nous, on va mourir là à peu près. Hein. Dans
1,5 milliard d'années, la température sur Terre va inexorablement augmenter jusqu'à des valeurs qui vont faire que il fera tellement chaud qu'il y aura beaucoup d'évaporation des océans. Et la vapeur d'eau étant un gaz à effet de serre, il fera encore plus chaud et donc du coup les océans vont finir par bouillir et puis l'atmosphère qui sera essentiellement de la vapeur d'eau va être complètement détruite par le rayonnement ultraviolet puisqu'elle va déborder de la stratosphère. Donc nous on va mourir quelque part par là. Mais le Soleil va mourir beaucoup plus tard et il va beaucoup grossir à un moment, puis après il va dissiper une partie de sa matière et puis il va laisser une sorte de résidus qui sont ces naines blanches dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vous regardez ce qui se passe pour une étoile massive, en fait c'est très différent. C'est-à-dire que pour une étoile très massive, d'abord les étapes se passent beaucoup plus rapidement et ensuite à la fin, le cœur de l'étoile va imploser, c'est-à-dire le phénomène de contraction va se réinitier, mais de façon absolument catastrophique. En une fraction de seconde, le cœur de l'étoile, qui avait la masse du Soleil, va se ratatiner en un objet de quelques kilomètres. Et donc tout ça va provoquer une onde de choc qui va disloquer le reste de l'étoile. Donc extérieurement, en fait, on a l'impression que l'étoile explose, alors qu'en fait, le cœur de l'étoile implose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une supernova. Donc une supernova, c'est particulièrement spectaculaire. Vous avez la seule supernova proche qui a pu être étudiée avec des moyens modernes. Ça, c'était 6 mois avant la supernova, ça, c'était pendant. Donc 6 mois avant, on voit l'étoile qui a donné naissance à la supernova, qui ne présente aucune bizarrerie particulière. Et puis 6 mois après, boum. Voilà. Donc les étoiles massives ont un champ du cygne particulièrement spectaculaire. Et ce champ du cygne se traduit par le fait que le cœur de l'étoile se comprime. Et des fois, il se comprime tellement que ça forme un trou noir. Alors, une fois que la supernova s'est produite, il ne reste plus grand-chose de l'étoile, donc c'est un gros splash si vous voulez. Donc, vous avez 2 exemples de restes de supernova qui ont à peu près 1000 ans d'âge. Donc ces supernovas sont des phénomènes qui sont difficiles à étudier. Dans notre galaxie, on estime qu'il y en a en gros une par siècle. Une par siècle, sachant que la dernière a été vue en 1604. Et donc tous les astronomes professionnels et amateurs espèrent que la prochaine est pour demain. Enfin, ça fait 4 siècles qu'on attend et on ne l'a pas vue. Donc je ne vous garantis pas qu'elle est pour demain. Voilà. En tout état de cause, si vous regardez ce qu'il y a au centre de ce rémanent de supernova, vous avez un astre qui est très compact, qui est donc soit une étoile à neutrons, donc la masse du Soleil dans un rayon de 10 km, soit un trou noir, c'est-à-dire la masse du Soleil dans 3 km, quelque chose comme ça. Les trous noirs stellaires sont très petits, c'est quelques kilomètres. Alors, ce que je vous dis, c'est il y a un tout petit chaînon manquant, c'est-à-dire qu'on comprend comment les trous noirs se forment, mais on a observé plein de supernovas, que ce soit dans notre galaxie il y a longtemps ou dans d'autres galaxies de façon quotidienne maintenant. Mais on n'a jamais eu la certitude absolue qu'une supernova qu'on a vue a effectivement donné naissance à un trou noir. Alors, les gens ne sont pas très d'accord pour savoir si on est sûr ou pas. Il y a une supernova dans les années 70 dont le rayonnement du rémanent ici n'est pas vraiment compatible avec le fait qu'il y a un astre avec une surface solide au centre. Donc, pour une supernova, on pense que c'est un trou noir qui s'est formé. Et puis, il y a une autre observation qui est assez convaincante, c'est ce qu'on appelle une supernova ratée. En fait, une supernova, c'est le cœur de l'étoile qui s'effondre et une petite partie de l'énergie libérée par cet effondrement qui fait exploser l'étoile. En fait, vous n'avez aucune garantie qu'il y a suffisamment d'énergie qui va s'échapper pour disperser l'étoile. Et donc, dans certains cas, la fin de vie d'une étoile, c'est l'implosion du cœur de l'étoile et puis tout le reste qui va se traduire par le fait que, en quelques jours, semaines, une étoile va littéralement disparaître. Et donc ça a été observé dans une galaxie qui s'appelle NGC 6946, on s'en fout. Voilà, c'est une galaxie qui est proche, qui est observée en continu, donc c'est pas possible qu'on ait raté une supernova dans cette galaxie. D'ailleurs, on a vu plusieurs autres supernovas dans d'autres régions de cette galaxie. Et en tout cas, il y a une étoile dans cette galaxie qui a disparu. Si on la voit, cette étoile, alors qu'elle est dans une autre galaxie, c'est qu'elle est très massive, très brillante. Et si elle a disparu comme ça, c'est probablement qu'elle s'est directement transformée en trou noir sans
l'explosion en supernova. Donc on est quasiment certain qu'on sait comment les trous noirs se forment, même si on est vraiment super tatillon, voilà, il manque un petit truc pour être sûr qu'on a maîtrisé tous les maillons de la chaîne. Alors maintenant qu'on sait que les trous noirs existent, on peut se demander à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est une question que le public se pose beaucoup, mais que ne se sont pas beaucoup posé les scientifiques pendant longtemps. Alors, je ne sais pas si on voit bien ici. Voilà, ça c'est un livre sur les trous noirs, la théorie mathématique des trous noirs, qui a été écrit par un mec qui est assez fort, il est prix Nobel. Et ce monsieur, quand il a eu son prix Nobel, dans le discours qu'il a fait au comité Nobel, il s'est limite plaint qu'on n'ait pas cité son bouquin sur les trous noirs comme raison pour laquelle on lui donnait son prix Nobel. Il a fait plein de choses dans sa vie, donc on lui a donné pour l'ensemble de son œuvre. Il a dit, ouais, j'aurais quand même bien aimé qu'on cite quand même ce bouquin en particulier. Donc bon, voilà, un gars très fort qui parle des trous noirs. Et en fait, le seul schéma qui vous dit quelque chose sur l'apparence des trous noirs, c'est ça. Et alors, si vous arrivez à comprendre ce que dit ce puisqu'en fait, la légende que vous ne voyez pas là, il vous parle du cône d'évitement des géodésiques de Jean Lumière. En fait, c'est censé vous dire quelle est la taille apparente du trou noir selon la distance qui vous... Donc voilà, dans les années 80, en fait, l'aspect visuel d'un trou noir n'avait strictement rien à faire. Et donc, il y a même 20 ans, quand vous cherchiez sur Google à quoi ressemblait un trou noir, vous aviez une vue d'artiste. Alors, c'était estampillé NASA, mais c'était une vue d'artiste. Et ces vues d'artistes sont évidemment complètement fausses. C'est-à-dire que tous les phénomènes que vous vouloir représenter sur cette vue d'artiste n'ont pas été correctement représentés, puisque la NASA a demandé à des artistes qui n'étaient pas physiciens de faire ça. Voilà, donc évidemment, ça n'a pas empêché les scientifiques d'être sûrs que les trous noirs existaient, parce qu'à défaut de pouvoir les voir, on pouvait quand même les détecter de façon indirecte par l'influence qu'ils avaient sur l'environnement. Donc je dis qu'un trou noir tout seul dans l'espace, c'est indétectable, mais un trou noir qui est en orbite autour d'une étoile, ça va influencer cette étoile. Or, j'imagine que plutôt dans la soirée, les gens vous ont dit que les étoiles vivent plus souvent en couple que célibataires. Donc vous pouvez très bien imaginer un couple de 2 étoiles dont une au moins est massive. L'étoile massive va vivre plus rapidement que l'étoile moins massive. Donc l'étoile massive va éventuellement se transformer en trou noir. Et donc vous aurez un couple avec une étoile et un trou noir. Et dans certaines configurations, eh bien, le trou noir va lentement mais sûrement vampiriser son étoile. Donc si vous aviez une résolution parfaite avec vos télescopes, vous verriez ce qu'il y a là. Évidemment, on n'a pas cette résolution-là, donc ce truc-là n'occupe que 1 pixel, mais comme tous ces machins tournent les uns autour des autres, comme le flot de matière qui s'échappe de l'étoile pour être capté par le trou noir n'est pas... Vous avez, par l'analyse de la lumière de cet unique pixel et par l'analyse de la variabilité, des indications qui vous permettent d'identifier un certain nombre d'étoiles qui sont, de façon essentiellement certaine, en orbite autour d'un trou noir. Alors ça, c'est pour la preuve théorique. La preuve visuelle qu'on a eue pendant longtemps, je vais vous la montrer, c'est dans le centre de notre galaxie. Donc les trous noirs supermassifs, je vous dis, c'est des trous noirs très gros dont on ne connaît pas les modes de formation, mais on sait qu'ils sont situés au centre des galaxies, notamment au centre de notre galaxie. Donc ce que je vous montre là, c'est un film qui a été fait entre 1992 et 2006. Alors, ce n'est pas les vrais clichés qu'on observe, c'est des clichés qui sont comparés les uns aux autres et on ne garde que ce qui change d'un cliché à l'autre. Et donc, ce que vous voyez sur ces clichés, en fait, ce sont des étoiles qui bougent. Ce sont des étoiles qui bougent et dont les trajectoires sont compatibles avec le fait qu'elles sont en orbite autour d'un unique objet central qui est à l'endroit de cette croix ici. Et si vous regardez l'étoile qui est la plus suivie, là, qui est celle-ci, sa distance minimale d'approche autour du point l'orbite, enfin, l'orbite n'est pas circulaire, mais l'objet qui attire l'étoile et qui fait qu'elle a une trajectoire fermée, la distance minimale ici, c'est 3 milliards de kilomètres. Donc 3 milliards de kilomètres, c'est la distance entre la Terre et Uranus, d'accord ? C'est vraiment très peu. Et si on essaie de déterminer la masse qu'il faut à cet objet-là pour expliquer les mouvements de ces étoiles, c'est 4 millions de masses solaires. Donc vous avez, dans le volume ou dans le système solaire, vous avez essentiellement que le Soleil. En termes de masse, les planètes, c'est complètement négligeable. Ici, vous avez 4 millions de masses solaires et ça ne brille pas.
Donc un objet qui fait moins de 3 km de diamètre, 3 milliards de kilomètres de diamètre, qui a 4 millions de fois la masse du Soleil et qui n'émet pas de quantité notable de lumière, bah, si ce n'est pas un trou noir, ça ne peut être rien d'autre. Donc voilà, c'est une preuve presque par défaut, si vous voulez, mais c'est une preuve que on a affaire à un trou noir. Non, c'est pas ça. Comment on passe en plein écran sur présentation? Tout en bas, activer le mode. Voilà, merci. Voilà. Alors ça, c'est là où je m'arrêtais quand je faisais mes conférences, où je dis, bah oui, c'est un peu dommage, on n'a pas d'imagerie directe, et maintenant l'imagerie directe, on l'a. Alors, pendant longtemps, on n'avait pas d'imagerie directe des trous noirs, pour une raison très simple. Je vous dis, les trous noirs, c'est des objets petits. Un trou noir de 1 masse solaire, c'est 3 km de rayon. Ensuite, c'est proportionnel à la masse, donc 10 masses solaires, c'est 30 km de rayon. Donc 30 km de rayon, c'est la taille d'un astéroïde, et on n'arrive pas, depuis la Terre, à voir un astéroïde. Sachant que tu es dans le système solaire, mais dans le milieu interstellaire, donc les distances ne se comptent pas en centaines de millions de kilomètres, mais en années-lumière, c'est-à-dire en dizaines de milliers de milliards de kilomètres. Sachant qu'il y a quand même beaucoup moins de trous noirs que d'étoiles dans notre galaxie, et que de toute façon, sur ces trous noirs, il n'y en a que très peu que l'on arrive à détecter. Donc le trou noir le plus proche que l'on ait identifié, il est à plusieurs milliers d'années-lumière de nous, donc à plusieurs dizaines de millions de milliards de kilomètres. Et donc à cette distance-là, vous voulez voir un objet de 30 km de rayon. Donc si vous faites une règle de 3, c'est comme si vous vouliez voir une bactérie sur la Lune. Enfin, depuis la Terre, une bactérie sur la Lune. Donc on sent bien qu'on ne peut pas. Alors on va être sauvé dans cette démarche par le fait que les trous noirs supermassifs, bah, ils sont moins nombreux, mais on sait où ils sont, et ils sont beaucoup plus gros. Donc ce que vous allez perdre parce qu'ils sont plus loin, vous allez compenser parce qu'ils sont plus gros. Et donc le trou noir géant de notre galaxie, dont on connaît bien la distance, puisque notre galaxie a été bien arpentée, et dont on connaît bien la masse, on sait qu'il a une taille apparente qui est en gros celle d'un pamplemousse posé sur la Lune. Donc si avec votre petite lunette, là, je ne sais pas si vous êtes allé sur la terrasse, vous avez réussi à voir un pamplemousse sur la Lune, c'est que vous avez trop bu. Voilà. Mais bon, on se dit que voir un pamplemousse sur la Lune, c'est quand même plus facile que voir une bactérie. Alors en fait, ça reste très difficile pour une raison fondamentale, pour une limitation optique fondamentale, c'est que la qualité des détails que vous voyez avec un télescope, ça va être déterminé par la longueur d'onde à laquelle vous observez et par le diamètre de votre télescope. Plus le diamètre est gros, plus vous allez voir des détails fins. Si vous vous amusez à faire le calcul, si vous voulez voir un trou noir, donc le trou noir de notre galaxie avec le télescope spatial Hubble, ben en fait, il faut aller à la NASA, leur dire, ben écoutez, le miroir de Hubble il est trop petit, il ne faut pas que ça fasse 2,40 m, il faut que ça fasse 2 km. Voilà, donc je pense qu'on vous dira, on n'a pas les sous. Et donc pour pallier à ce problème, l'union va faire la force, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul télescope d'une taille gigantesque, on va utiliser une technique extrêmement astucieuse qui vise à combiner la lumière reçue par plusieurs télescopes. Et quand on fait ça de la bonne façon, et c'est très compliqué, la résolution des images ne va pas être limitée par le diamètre individuel des télescopes que vous utilisez, mais par la distance qui les sépare. Donc vous allez en gros synthétiser une sorte de télescope virtuel dont la taille va être donnée par la distance qui sépare les télescopes. Et donc à ce jeu-là, quel est le meilleur moyen d'avoir des images de très haute résolution, c'est d'avoir des télescopes partout sur la surface de la Terre. Donc on va simuler un miroir de 10 000 km de diamètre. Alors ce n'est pas possible de faire ça en lumière visible, donc on va le faire dans le domaine des ondes radio. Donc on ne va pas utiliser des télescopes optiques, mais des radiotélescopes, d'où l'image qui est là. Et donc quand on fait tout ça, on se rend compte, on s'est rendu compte il y a 25 ans que c'était peut-être faisable. Alors c'était peut-être faisable, mais c'est quand même très très compliqué. Parce qu'en fait, cette technique d'imagerie, en fait, c'est pas du tout comme un appareil photo. Avec un appareil photo, vous ouvrez l'obturateur de votre appareil, vous laissez entrer la lumière pendant un temps de pause, et puis après, vous avez votre photo. Là, quand on utilise cette technique qu'on appelle l'interférométrie, en fait, vous devez enregistrer en direct le signal. Et donc, comme les télescopes sont très éloignés les uns des autres, vous devez l'enregistrer sur un support physique.
mais la fréquence à laquelle vous enregistrez, c'est lié à la longueur d'onde. Donc le débit de données que vous devez enregistrer, c'est de l'ordre de 8 gigaoctets par seconde, sachant que les observations durent plusieurs heures. Et sachant aussi que le signal que vous enregistrez doit être étiqueté parfaitement, puisqu'ensuite vous allez devoir synchroniser les observations reçues par les différents télescopes. Donc vous devez connaître déjà avec une précision de l'ordre du millimètre, puisque la longueur d'onde où on observe c'est le millimètre, la position relative de ces télescopes, sachant que sur des échelles de 1 mm, la Terre, ce n'est pas un solide rigide. Et donc, vous devez avoir des horloges extrêmement précises qui soient parfaitement synchronisées pour faire tout ça. Donc, tout ça, on savait à peu près le faire dans un régime moins critique, et on savait quels étaient les verrous technologiques qui nous empêchaient de le faire il y a 20 ans. On a réussi. On a réussi il n'y a pas longtemps. Et alors, on l'a réussi de deux façons. On l'a fait avec cette interférométrie dans le domaine des ondes radio. Et puis, on l'a fait avec dans longueur d'onde visible ou infrarouge, donc une longueur d'onde plus courte qui permet d'avoir les télescopes beaucoup plus proches les uns des autres. Et donc, on l'a fait dans le grand observatoire européen qui est au Chili, qui s'appelle le VLT, où on a utilisé cette technique en lumière infrarouge. Donc, dans le premier cas, en ondes radio, on a de l'imagerie directe. Dans le second cas, en lumière infrarouge, on a de l'astrométrie, c'est-à-dire on ne voit pas des objets étendus, mais on peut positionner précisément des objets. Et en fait, c'est extrêmement complémentaire. Et donc, alors je vous montre en haut un petit bandeau qui vous montre ce qu'on peut espérer voir avec cette technique d'interférométrie. Donc, supposez que votre trou noir soit entouré d'un disque de matière, donc le disque de faire une sorte de fond lumineux devant lequel le trou noir va se découper, devant lequel la silhouette du trou noir va se découper. Souvent, quand les gens ont présenté ça comme étant l'ombre du trou noir, c'est pas ça, c'est vraiment la silhouette qui se découpe en avant-plan d'un fond lumineux. Donc ça, c'est l'image idéale. Et puis, selon le type de radiotélescope que vous avez, selon le nombre, selon la distance, ben, votre image idéale, bon, qui n'est pas déjà super résolution, ben, vous voyez que le beignet, il est à la limite de se transformer en Big Mac, certains cas. Donc, les images brutes que vous obtenez avec ces radiotélescopes, elles ne sont pas très sexy. Alors, une fois que vous traitez les images, que vous faites certaines hypothèses, ben, vous avez cette image-là, mais qui est essentiellement ce que je vous montre là, c'est-à-dire le point sombre central qui est la silhouette de ce trou noir qui se découpe devant le disque de matière qui, tout en tombant sur le trou noir, s'échauffe et donc devient extrêmement lumineux. Donc ça, c'est le trou noir ou de ce qu'on peut imager quand on a un objet noir, c'est-à-dire sa silhouette devant un fond lumineux. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Bon, je pense que vous en avez tous entendu parler il y a 2 mois maintenant. Ce dont on a moins parlé, ce qui est à mon avis un peu injuste, c'est ce qu'on avait réussi à faire donc avec cette technique d'interférométrie, mais cette fois en positionnant très précisément les objets. Donc l'étoile dont je vous ai montré le mouvement tout à l'heure, en fait, on a pu voir son mouvement d'un jour à l'autre autour du trou noir, ce qui a permis de vraiment déterminer si cet objet avait les propriétés gravitationnelles d'un trou noir. Et puis, plus récemment encore, on a observé qu'autour de ce trou noir, dont on ne voit pas la silhouette, on n'est pas en imagerie directe, il y avait un point lumineux qui tournait, qu'on imagine être un petit blob de matière un peu plus chaud que le reste, qui a spiralé vers le trou noir et qui est devenu particulièrement brillant lors de ses dernières orbites avant de disparaître dans le trou noir. Donc voilà, les trous noirs, de l'esprit, c'est une réalité. Et avant ça, il y avait eu aussi la grande découverte d'il y a 3 ans, c'est-à-dire les trous noirs révélés non plus par l'image, mais par le son, si on peut dire, puisque les lois compliquées de la relativité générale vous disent que l'espace n'est pas un milieu, bien qu'il soit immatériel, on a envie de dire que c'est un milieu rigide, c'est pas un milieu déformable en fait. Les lois de la gravitation vous disent que c'est un milieu déformable et que les déformations les plus importantes que vous pouvez produire dans l'espace, c'est quand 2 trous noirs entrent en collision. Et donc, en collision, ça va faire des petites vagues qui vont partir du lieu où ils rentrent en collision et qui vont partir au loin, et qui ont un profil assez caractéristique. Donc, quand les trous noirs sont loin l'un de l'autre, les vagues sont de grande longueur d'onde et de faible hauteur, et puis à mesure qu'ils se rapprochent, les vagues sont de plus en plus rapprochées et agitées. Et donc, ça fait ce signal-là dont l'amplitude augmente avec la fréquence.
Donc, on a voulu vous dire que ça s'appelle un gazouillis, peut-être, tout à l'heure, parce qu'un oiseau, quand il chante, on entendait quelques-uns tout à l'heure, le son il est de plus en plus aigu à mesure qu'il est de plus en plus fort. Et donc là, c'est exactement ce qui se passe en termes d'ondes gravitationnelles. Ceci dit, si vous vous amusez à transcrire ça en son, ça ne tient pas du rossignol, hein, je vous préviens tout de suite. Enfin, toujours est-il qu'on a un autre moyen d'étudier les trous noirs via les ondes gravitationnelles. Et ce qui est génial quand on fait, je pense que des tas de gens vous l'ont dit depuis hier soir, c'est que quand vous ouvrez une nouvelle fenêtre d'observation, c'est-à-dire quand vous étudiez l'univers d'une façon différente que ce que vous aviez fait, eh bien, vous découvrez des choses que vous ne connaissiez pas. Et donc, quand on a étudié ces fusions de trous noirs, en violet, dont la masse était connue, et en bleu, vous avez les trous noirs qu'on a détectés via les ondes gravitationnelles. Et vous voyez que la majorité des trous noirs que l'on a détectés par ce biais sont plus massifs. Donc ces trous noirs qui sont plus massifs et donc peut-être plus rares, que l'on ne connaissait pas, comme ils sont plus massifs, ils émettent plus d'ondes gravitationnelles, donc ils sont plus faciles à observer. Et donc, c'est la raison pour laquelle on les a découverts. Et donc, aujourd'hui, on n'a évidemment imagé qu'un seul trou noir, celui d'il y a 2 mois, et il n'est pas du tout exclu que quand on imagera d'autres, on aura des surprises. Alors, donc, comme on nous a demandé de faire un peu de prospective pour dans 20 ans. Alors, la direction de l'IAP, quand on a eu la réunion préparatoire, nous ont dit « on va vous filmer et dans 20 ans, on regardera ce que vous avez dit ». Donc je me suis dit, oula, ils ne vont pas me virer. Donc je me suis dit, il faut que j'ai une assurance vie. Et donc j'ai invoqué pour ça le fantôme du plus grand physicien danois du XXe siècle, qui s'appelle Niels Bohr. Alors je ne sais pas si c'est lui qui a inventé la phrase ou si c'était un proverbe danois qui existait déjà. Mais c'est très sage, il est difficile de faire des prédictions, surtout en ce qui concerne l'avenir. Donc si Niels Bohr l'a dit, je pense qu'on ne me tiendra pas rigueur que je me plante complètement. Donc l'idée, évidemment, c'est déjà en imagerie de faire mieux que ce qu'on a là. Donc pour faire mieux, il faut avoir soit une longueur d'onde d'observation plus courte, soit une distance plus grande dans les télescopes. Alors pour avoir une longueur d'onde d'observation plus courte, le plus court qu'on sache faire, c'est dans les rayons X, sauf que les rayons X sont opaques à l'atmosphère terrestre, donc il faut aller dans l'espace si vous voulez faire de l'interférométrie dans le domaine des rayons X. Si vous voulez faire de l'interférométrie radio, mais sur des échelles de distance plus grandes, il faut aussi aller dans l'espace. Donc, le grand projet, le grand dessein de plusieurs personnes, c'est de faire de l'imagerie, que ce soit dans le domaine radio ou dans le domaine X, en allant dans l'espace. Et alors, c'est assez rigolo quand vous voyez les éléments de langage des gens qui parlent de ça. Alors, je vous dis par exemple ce qu'ont dit les gens qui commencent à réfléchir à un projet spatial d'imagerie de trous noirs. Donc, il faudrait envoyer 2, 3, peut-être même plus radiotélescopes dans l'espace. Sachant qu'un radiotélescope, c'est en général plus gros que la coiffe d'une fusée. Et donc, très pudiquement, ils disent il reste encore des challenges techniques et financiers, et je rajoute significatifs, à surmonter pour que ce concept devienne une véritable mission. Voilà, donc ça s'appelle une litote en stylistique. Et donc les Américains qui, il y a quelques années, réfléchissaient à faire de l'interférométrie dans le domaine des rayons X, ils étaient américains, donc plutôt optimistes, ils disaient on n'est pas sûr que dans 25-50 ans, ça soit encore envisageable. Donc voilà, donc je ne sais pas si dans 20 ans, on en sera là, mais si on en est là, voilà, l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est un peu flou quand même, hein, il ne faut pas se mentir, de ce trou noir. En gros, le trou noir, c'est 1 pixel au centre et puis 2-3 pixels autour. Hein. Donc, si, évidemment, vous pouvez écarter vos radiotélescopes d'un facteur 10 plus grand, vous allez avoir une qualité d'image beaucoup améliorée. Et donc, vous allez vraiment commencer à voir la silhouette du trou noir, puis les détails sur le disque de matière, etc. Donc, ça serait génial qu'on ait ça. Sachant tout de même que, je vous ai dit, pour avoir une image comme ça, il faut enregistrer des données à un débit de 8 gigas par seconde qu'il faut transmettre sur Terre. Or, même quand l'interférométrie, on la faisait sur Terre, le truc, on l'enregistrait sur des disques durs et il y avait des gens qui amenaient les disques au centre de traitement. Donc, comment on va faire avec des données qui sont spatiales, ça, je ne sais pas. Donc, voilà, c'est difficile. Il y a un enjeu scientifique à le faire. C'est extrêmement difficile, ça coûtera sans doute très cher. Donc le jeu en vaut sans doute la chandelle,
Est-ce que ça fera un peu cher la chandelle ou pas? Je ne sais pas. Donc ça, c'est pour l'imagerie. Alors en bonus, il y a quand même autre chose, c'est qu'il n'y a que 2 trous noirs que vous pouvez imager avec les moyens actuels, que 2 trous noirs qui sont suffisamment gros pour qu'on les voit. Il y en a quand même une demi-douzaine qui sont à peu près 10 fois plus petits. Donc si vous avez une résolution 10 fois meilleure que ce que l'on sait faire maintenant, il y a peut-être quelques autres trous noirs que l'on va pouvoir voir, et avec un peu de chance que l'on va pouvoir voir avec le disque vu sous des angles différents. Parce que malheureusement, les 2 trous noirs qu'on est capable de voir, donc il n'y en a qu'un qu'on vous a montré, mais il y en a 2 que l'on connaît. Donc il y a ce trou noir-là qui est celui de la galaxie M87 et le trou noir de notre galaxie qui n'a pas encore été imagé, mais ça ne devrait pas tarder. En fait, dans les 2 cas, le disque de matière autour du trou noir, vous le voyez quasiment de dessus. Vous ne voyez pas de biais. Donc ça serait bien qu'on voit que dans les autres trous noirs que l'on pourra imager, si on a une qualité d'image 10 fois meilleure, on voit ça un peu sous des angles différents. On n'est pas sûr, mais bon, ça serait quand même pas de chance que ce ne soit pas le cas. Maintenant, on s'intéresse aux ondes gravitationnelles. Ben alors là, l'avenir est assez radieux parce que les ondes gravitationnelles, quand vous les détectez, difficilement, ce que vous détectez, c'est l'amplitude de l'onde. Et l'amplitude de l'onde, ça décroît comme la distance. Donc si vous voyez 2 fois plus loin, vous voyez un volume 8 fois plus grand. Si vous voyez 10 fois plus loin, vous voyez un volume 1000 fois plus grand, donc un taux de détection beaucoup plus important. Et donc ce qui aujourd'hui est de l'ordre d'une détection par semaine, si on améliore la qualité de ces détecteurs d'un facteur 10, ça va être 1 toutes les 5 minutes. Donc ce paysage-là qui est pas très gros, il y a des chances qu'il soit beaucoup plus peuplé dans 20 ans. Voilà, donc je dois m'arrêter. Alors comme on n'est jamais aussi bien servir que par soi-même, si vous voulez en savoir plus sur les trous noirs, je vous conseille un excellent bouquin dont les ventes se sont fortement accélérées depuis 2 mois. Donc apparemment les gens trouvent que c'est un bon bouquin. Donc voilà, n'hésitez pas à l'acheter, ça plaira à mon éditeur. Voilà. Et donc si maintenant au lieu à 20 ans, on fait de la prospection à 20 millions d'années. Alors pourquoi 20 millions d'années? 20 millions d'années, c'est à peu près le temps qu'il nous faut pour atteindre le centre de notre galaxie. Et donc si on est au centre de notre galaxie, si on peut voyager, on va pouvoir voir de près le trou noir de notre galaxie. Et donc je vous montre à quoi ça ressemble si on était sur place. Voilà, ça ressemblerait à ça. Donc, alors, je n'ai pas montré le disque de matière autour du trou noir, puisque s'il y a un disque de matière autour du trou noir, vous allez prendre des radiations monstrueuses qui vont de toute façon vous trucider avant que vous ayez le temps de lever le petit doigt. Mais si vous pouviez voir donc, un trou noir suffisamment gros et suffisamment dépourvu de matière pour survivre à votre approche, ben vous verriez ça. Et c'est quelque chose d'assez déroutant, puisqu'un trou noir, ça déforme en fait. Au lieu de voir des étoiles gentiment transiter derrière le trou noir quand vous vous déplacez, ben vous voyez ces motifs un peu bizarres et déroutants qui sont une belle illustration de la subtilité des lois de la gravitation. Merci Alain. Alors comme Alain est très bavard et qu'on a pris un peu de retard, on va peut-être enchaîner directement par des questions. Oui ? J'aimerais savoir qu'est-ce qui est fait du coup pour essayer de plus de trous noirs, par exemple. Est-ce qu'on va piocher dans les données de satellites comme Gaia qui font l'astrométrie des données à propos du coup de la trajectoire d'étoiles qui pourraient avoir un trou noir en tant que compagnon? On doit pouvoir faire ça. En fait, je pense que vous êtes dans la soirée, vous avez dû avoir donc on a dû vous dire lors de cet exposé qu'il y a une méthode qui marche bien, c'est la méthode des micro-lentilles. Donc on attend qu'une étoile munie de sa planète passe devant une étoile d'arrière-plan et ça va focaliser la lumière de cette étoile et on va détecter des planètes autour de l'étoile d'avant-plan. En fait, vous pouvez détecter n'importe quel phénomène d'alignement de ce type avec ces méthodes de micro-lentilles. Et donc quand vous recherchez des exoplanètes, des fois vous avez de forts soupçons que vous avez vu en fait un trou noir passer exactement entre vous et une étoile d'arrière-plan. Donc ce genre de choses,
peut être détecté. Effectivement, avec de l'astrométrie, on peut espérer voir des mouvements d'étoiles avec un compagnon sombre avec lequel elle n'interagit pas, donc sans échange de matière comme j'ai montré. Avec les ondes gravitationnelles, vous allez en voir plus. Donc, il n'y a aucun doute que les moyens d'observation vont permettre d'en détecter de plus en plus. Mais dans tous les cas, ça ne sera qu'une très faible proportion des trous noirs de notre galaxie. On peut espérer, si on est vraiment très optimiste, recenser toutes les étoiles de notre galaxie, mais tous les trous noirs de notre galaxie, ce n'est pas possible parce que ça n'émet pas de lumière. On va prendre une deuxième et dernière question. De quelle façon on meurt dans un trou noir? Pardon? De quelle façon on meurt dans un trou noir? De quelle façon on meurt? Alors on a plusieurs possibilités. C'est une bonne question. Donc la première possibilité, alors je fais par ordre de distance, hein, si ça ne vous dérange pas. La première possible, voilà, c'est là. Donc vous trouvez parce que vous le voyez en train de vampiriser son étoile. Donc vous vous approchez gaiement. Donc vous voyez ce disque de matière de plus en plus lumineux. Hein, plus la matière spirale vers le trou noir, plus elle va vite, plus elle s'échauffe. Donc ça prend une couleur blanc bleuté. Et quand vous voyez un truc blanc bleuté, en fait, vous ne savez pas si le gros de la lumière, c'est de la lumière visible ou si c'est de la lumière ultraviolette ou des rayons X. En l'occurrence, là, c'est des rayons X. Et la dose de rayons X que vous prenez quand vous êtes à cette distance-là, c'est 3 milliards de Tchernobyl par millième de seconde. Hein, donc voilà. A priori, le trou noir que vous savez détecter, c'est celui qui est en train de bouffer de la matière, et le rayonnement de la matière qu'il est en train de bouffer vous tue. Supposons que vous ayez identifié un trou noir stellaire, seul dans l'espace, et que vous approchiez. Alors, les lois de la gravitation, ça n'a rien à voir avec les trous noirs, c'est que plus vous êtes près d'un objet, plus il vous attire. Donc vous imaginez que vous plongez la tête, la première, dans un trou noir, votre tête va être plus attirée que vos pieds. Et plus vous allez vous approcher, plus le différentiel va être grand. Donc Stephen Hawking avait poétiquement baptisé ça le phénomène de spaghettification. Donc au voisinage immédiat d'un trou noir stellaire, la tension qui s'exerce sur vous, c'est plusieurs milliards de fois votre poids. Donc imaginez que vous êtes suspendu à un truc et lesté de 10 milliards votre poids. Bon, on sent bien que les tissus biologiques auront rendu l'âme depuis longtemps. Donc ça, c'est la deuxième façon. Alors vous pouvez survivre à ça si vous êtes en orbite autour d'un trou noir très massif. Parce qu'au voisinage d'un trou noir très massif, je l'ai pas, ces effets ne sont pas délétères avant d'entrer. Donc ça, vous pouvez le voir. Maintenant, si vous rentrez, ces effets vont finalement devenir délétères. Donc, si vous n'êtes pas mort avant, vous serez mort après. Voilà. Et en plus, vous ne pourrez pas en parler à vos copains. Puisque vous saurez ce qui se passe dedans, mais pas pendant longtemps, puisque votre temps sera compté. Et ça ne servira à rien, puisque personne d'autre que vous ne le saura. Donc, restez dans la simulation numérique, et l'observation depuis la Terre, c'est plus sûr. On va enchaîner tout de suite, pour éviter de prendre trop de retard, par les questions en live. Oui, on a quelques questions parmi les 200 personnes qui n'ont aucune considération pour leur cycle circadien. Dont une question de Zakizak Benzak, ça ne s'invente pas, qui nous demande comment le temps se comporte dans un trou noir. Alors, si vous avez vu Interstellar, vous connaissez un peu la réponse. C'est que plus vous êtes proche d'une concentration de masse, plus le temps s'écoule lentement pour vous. Donc, il vaut mieux être spéléologue qu'alpiniste si vous voulez vivre vieux. Bon, à l'échelle de quelques mètres sur Terre, au voisinage d'un trou noir, effectivement, ça peut faire une grosse différence, mais le coût énergétique qu'il y a à s'approcher d'un trou noir, sans tomber, rester longtemps en orbite pour repartir, ça fait quand même cher. Vaut mieux vous faire lifter ou quelque chose comme ça. Hein. Alors, on a une autre question de Wasbin978 qui demande quelle est la taille du plus grand et du plus petit trou noir et combien on en connaît? Alors, combien on a? Alors, les petits trous noirs, les seuls qu'on connaisse sont dans notre galaxie. Donc, je ne suis pas sûr que le graphique que je vous ai donné soit complètement à jour. Il a quelques années, mais enfin, voilà, les plus petits, c'est aux alentours de 5 fois la masse du Soleil. Donc, ça c'est une des surprises qu'on a et qui commence à devenir vraiment surprenante. C'est-à-dire qu'on n'a pas de petits trous noirs de 3 fois la masse du Soleil, ce qui semble être possible.
il semble qu'il y ait une masse minimale qui est de l'ordre de 5 fois la masse du Soleil. Donc est-ce que c'est un effet de sélection, plus le trou noir est gros, plus il est facile à détecter, ou est-ce que c'est vraiment que les processus de formation font que en fait, la masse minimale n'est pas 3 fois la masse du Soleil, mais 5 fois? On ne sait pas. Et donc le rayon d'un trou noir, c'est 3 km fois sa masse en masse solaire. Donc les plus petits, c'est 15 km de rayon. Et les plus gros, en gros, c'est celui-là. Un des plus gros trous noirs connus, c'est celui qu'on a pu imager. Et on a beaucoup de chance d'être relativement proche de cette grosse galaxie. Ce trou noir, il fait 6,5 milliards de masse solaire, donc 20 milliards de kilomètres de rayon. Ce qui est gros pour un astre, mais Alors on a une dernière question du live, peut-être, de Mr. Dark 03, qui demande: est-ce que c'est vrai que l'accélérateur de particules crée des mini-trous noirs qui se détruisent presque aussitôt, ou c'est des histoires pour faire peur aux gens? Deuxième réponse. C'est rigolo, c'est que les gens du CERN qui travaillent sur les accélérateurs de particules, comme n'importe quel physicien, ils ont toujours besoin de montrer que ce qu'ils font, c'est super intéressant, au prix de raconter des trucs qui sont un peu en marge de ce qu'il est vraisemblable d'envisager. Dans des conditions extrêmement particulières, effectivement, il aurait pu être possible qu'en envoyant deux protons ou de noyaux atomiques très rapidement l'un sur l'autre, on fabrique des trous noirs. Et alors c'est une énorme erreur de communication de dire ça, parce que les trous noirs, ça fait peur. Je me serais attendu à ce qu'on pose la question: est-ce que la Terre peut se faire bouffer par un trou noir? Celle-là, on me la pose tout le temps. Et donc les gens du CERN, qui sont quand même des gens très forts, n'ont pas eu la présence d'esprit de se dire: mais il ne faut surtout pas parler de ça, parce que ça va faire peur aux gens. Et c'est d'autant plus idiot que, en fait, on sait que même si, pour des raisons mal comprises, on pouvait former des trous noirs par ces collisions, on sait que ça ne détruirait pas la Terre, puisque, effectivement, dans la haute atmosphère, les rayons cosmiques de haute énergie entrent en collision avec l'atmosphère avec des énergies beaucoup plus importantes, et ça, depuis 4,5 milliards d'années qu'on est là, ça n'a pas détruit la Terre. Donc, en gros, c'est n'importe quoi. Eh bien, merci Alain Ruezelot. On va passer au dessin à présent, au dessin de Guillaume Monin et de Hélène Malcuit, qui sont nos deux dessinateurs warriors, qui vont présenter la session suivante. Alors, on va attendre les dessins. On y est presque. C'est le matin, c'est normal. Alors, on a un premier dessin qui bouge beaucoup. On a un premier dessin de Guillaume Monin. Alors, c'est une ampoule qui nous dit: imaginez un objet dont la lumière ne peut s'échapper. Facile, une lampe éteinte. C'est quand même pas compliqué. C'est physicien. Un dessin de Plog ingénu, donc Hélène Malcuit. Il est 6h. Qui, dans les nouveaux arrivants, nous a ramené les croissants et les chocolatines? Alors, on dit pain au chocolat dans ce pays. Alain nous parle de trous noirs. La contraction d'une étoile dure relativement longtemps. Aussi long qu'une nuit blanche à l'IAP. Alain nous parle toujours de trous... Oui. La vitesse de libération pour s'échapper de la Terre, c'est 11,4 km par seconde, du Soleil, 600 km par seconde, de Sirius B, 6000 km par seconde. Je vais vous parler de quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on connaît peu et qu'on ne peut pas approcher. Un chercheur, et par gazouillis, la vitesse de libération pour s'échapper d'un trou noir, aucune chance. Même la lumière n'y arrive pas. On est les plus nombreux, nous dit le petit trou noir. Le gros trou noir nous dit: on est rares, mais on sait d'où on vient. Ou presque. Choisir le chemin le plus court. Donc, on peut aller soit d'une étoile, une explosion ou un trou noir, ou une étoile et un trou noir.
Les européennes égale les trous noirs attirent vraiment tout. Magnifique débat entre des personnages politiques innommables. J'ai faim. Tu pourrais moins fort. Tu pourrais mâcher moins fort, s'il te plaît. Un couple d'étoiles vampiriques. Même les étoiles ont des problèmes de couple. Alors, plusieurs télescopes infrarouges proches, plus une bonne carte mémoire pour faire un super radiotélescope. On parle encore de vagues. Ils ont tous besoin de repos. On dit rien, mais il y a des humains qui dorment au premier rang. Parce qu'ils n'ont pas raison, au final. Dans les morts les plus bêtes, on vous propose se faire bouffer par un trou noir. C'est un peu comme de la torture. Et c'est tout. On remercie infiniment nos dessinateurs valeureux.